Bonjour à tous, je m'appelle Hugo, je suis étudiant en deuxième année de pharmacie à la faculté de pharmacie d'Angers et aujourd'hui je vous fais une vidéo donc dans le cadre de la chimie organique et on va voir ensemble la réactivité des cétones et des aldéhydes. Voici le plan donc de cette vidéo. Vous pouvez retrouver en description un timecode en fait qui va reprendre donc chaque partie et dire à quel instant est-ce qu'on va parler de cette partie-là. Comme ça, si vous savez par exemple que vous n'avez pas besoin de voir la réaction d'addition, d'hydrogénation des aldéhydes et des cétones, vous pouvez la passer en cliquant sur le temps par exemple qui va aller à la réaction directement avec un hydrure. Voilà. Donc dans un premier temps, on va parler des généralités de structure des aldéhydes et des cétones. Je vais ensuite vous présenter une propriété physique importante de ces composés qu'il faudra toujours avoir en tête pour toutes les réactions qu'on va voir. Et on va passer ensuite, durant la grosse partie ici, aux réactions d'addition des aldéhydes et des cétones avec d'autres composés. Et enfin, on va discuter ensemble de l'oxydation des aldéhydes, et je vous ferai un tableau récapitulatif des oxydations et des réductions de ces composés. Tout d'abord, un aldéhyde, qu'est-ce que c'est? Donc c'est caractérisé par cette structure. On a ici un carbonyle. Un carbonyle, c'est une double liaison entre un carbone et un oxygène. Et on voit que le carbone de ce carbonyle, dans le cas d'un aldéhyde, est relié d'une part à un groupement R et d'autre part à un hydrogène. Ayez en tête que pour un aldéhyde, le groupement R peut être égal à un hydrogène. Et je vais vous donner un exemple juste après, on va parler du plus simple des aldéhydes. Une cétone a une structure relativement similaire à celle des aldéhydes. En effet, on voit qu'on a toujours notre carbonyle ici, carbone relié par une double liaison à un oxygène. En revanche, le carbone du carbonyle n'est pas relié à un hydrogène, à aucun hydrogène. Vous avez ici un groupement R, ici un groupement R'. Alors sachez que les deux groupements R peuvent être identiques, ça ne pose pas de problème. Il faut simplement qu'ils soient différents d'un hydrogène, ou sinon c'est pas une cétone, c'est un aldéhyde. Le plus simple des aldéhydes, c'est celui-ci. Alors on a trois dénominations pour nommer ce composé. Ça peut être le formol, le formaldéhyde ou le méthanal. Et donc là, vous voyez que le groupement R est égal à un hydrogène, par exemple. Dans le cas d'une cétone, la plus simple, c'est l'acétone. Donc voilà, les groupements R étant les mêmes ici, et ce sont un groupement méthyle. Une caractéristique physique importante de ces carbonyles, c'est que la liaison double entre le carbone et l'oxygène est polarisée. Effectivement, le carbone présente une électronégativité moins importante que l'oxygène. Ce qui fait que l'oxygène va attirer, en fait, va rapprocher vers lui les électrons. Donc s'il rapproche vers lui des électrons, les électrons ont une charge négative. Donc l'oxygène va posséder une charge partielle négative. Et du coup, à contrario, le carbone va posséder une charge partielle delta-. Et c'est très important d'avoir ça en tête parce que c'est ce qui va nous servir pour toutes les réactions qu'on va voir ensuite. C'est vraiment le point de départ de chaque réaction. Donc on va parler des réactivités de ces aldéhydes et de ces cétones. On va commencer par l'addition, les réactions d'addition. Donc on va voir en premier lieu l'hydrogénation. L'hydrogénation, c'est l'addition de dihydrogène de formule H2, c'est un gaz, en présence d'un catalyseur qui est le palladium sur charbon. Donc ici, imaginez que vous avez votre palladium sur charbon, en fait le dihydrogène va se fixer dessus mais va rester en surface. C'est ce qu'on appelle une adsorption. Donc en fait le palladium sur charbon c'est un solide et le gaz va se fixer dessus. Voilà, et donc notre molécule va arriver par-dessus les deux hydrogènes et on va former du coup le composé final. On va catalyser en fait le réactif. L'hydrogénation d'une cétone va donner un alcool secondaire, et c'est toujours le cas. Et l'hydrogénation d'un aldéhyde va former un alcool primaire, et c'est également toujours le cas. Je vais vous montrer comment on voit ça du coup en réaction. Donc voici le schéma d'une hydrogénation d'un aldéhyde, tout d'abord. On voit ici notre aldéhyde, notre carbonyle ici, carbone double liaison O. Le carbone est relié à un hydrogène et un groupement R. Je mets notre réactif dans le milieu, le dihydrogène, avec du palladium sur charbon. Et en fait, les deux hydrogènes vont se fixer. Il y en a un qui va se fixer sur le carbone, du carbonyle, et l'autre sur l'oxygène. Voilà, donc les deux vont se fixer en même temps. Donc là, les hydrogènes sont ici, donc imaginez que le palladium sur charbon est au-dessus, là. Voilà, donc le palladium sur charbon a à sa surface le dihydrogène ici, et la molécule du coup arrive à l'opposé de où se trouve le palladium sur charbon. Et voilà, pour vraiment fixer en même temps les hydrogènes. Et donc on voit bien ici qu'on a un alcool primaire pour le cas d'un aldéhyde.
En effet, le groupement hydroxyle ici, porté par le carbone qui est juste là, est bien relié à un groupement R et 2 hydrogènes. C'est donc bien les caractéristiques d'un alcool secondaire. Pour une cétone, on va faire exactement la même chose. On a notre carbonyle ici, le carbone de l'acétone est relié à 2 groupements R, c'est donc bien une cétone. On met le dihydrogène avec du palladium sur charbon. De la même manière, le dihydrogène va se mettre sur l'oxygène et le carbone ici. Et donc du coup, on voit que le carbone qui porte la fonction hydroxyle est relié à 2 groupements R, cette fois-ci, et un hydrogène. C'est bien les caractéristiques d'un alcool secondaire. L'hydrogénation est une réduction. En effet, quand on rajoute des hydrogènes à une molécule, on parle de réduction. Donc ici, l'hydrogénation qui consiste à ajouter des hydrogènes à une molécule est bien une réaction de réduction. Il existe une deuxième manière de réduire les cétones et les aldéhydes en alcool. Alors toujours pareil, une cétone va être réduite en alcool secondaire et toujours un aldéhyde est réduit en alcool primaire. Cette fois-ci avec un autre composé que le dihydrogène et le palladium sur charbon. Ici on va utiliser le borohydrure de sodium, de formule NaBH4. Donc c'est un réducteur, pourquoi? Parce que son rôle va être de donner des hydrogènes. On voit qu'ici NaBH4 possède 4 hydrogènes, donc il peut en théorie donner 4 ions hydrure. L'ion hydrure c'est l'ion H-. J'ai pris ici l'exemple d'une cétone, à laquelle je vais mettre dans son environnement un NaBH4. Le rôle de NaBH4, comme je vous le disais, c'est un réducteur, donc son rôle est de donner des hydrogènes. Ici, il va donner des ions hydrure, donc H-. On a ici notre cétone avec la liaison polarisée entre le carbone et l'oxygène ayant une charge partielle delta-. Le carbone possède une charge partielle delta+. L'oxygène a bien 2 doublets non liants ici que j'ai représentés. Et en fait, l'ion hydrure, H-, va repérer cette déficience en électrons au niveau du carbone, il va repérer la charge partielle delta+, et donc il va s'y fixer. Et au même moment, les électrons pi de la double liaison du carbonyle vont se replier sur l'oxygène. Puisque l'oxygène est plus électroattracteur, il va attirer à lui les électrons de cette deuxième liaison ici. Donc voici ce qu'on va obtenir. L'hydrogène va faire une liaison avec le carbone, et la liaison pi entre le carbone et l'oxygène va se replier sur l'oxygène. Donc l'oxygène va gagner des électrons, il possède donc une charge négative. Là, c'est une charge entière, c'est plus une charge partielle. Donc on a bien un O- ici, avec 3 doublets non liants. En général, ce qu'on fait pour enlever cette charge négative sur l'oxygène, c'est qu'on va neutraliser notre intermédiaire ici, en mettant une molécule d'eau, et il y a un hydrogène de la molécule d'eau qui va se fixer ici sur l'oxygène, et on forme ici un alcool. Le carbone qui porte la fonction hydroxyle ici est bien relié à 2 groupements R et un hydrogène. On remarque ici un alcool secondaire. On est bien passé d'une cétone à un alcool secondaire par une réaction de réduction grâce au borohydrure de sodium. Et de la même manière, avec un aldéhyde, on aurait eu un alcool primaire. Ici, vous avez juste à remplacer un groupement R par un hydrogène. Si je dis que R1 est égal à un hydrogène, et bien ici, R1 serait égal à un hydrogène. On aurait un carbone relié à 2 hydrogènes et un groupement R, donc ça aurait été un alcool primaire dans le cas d'un aldéhyde. Donc on a vu ensemble deux manières de réduire une cétone et un aldéhyde par une réaction d'hydrogénation avec du dihydrogène et du palladium sur charbon et avec les ions hydrure donnés par le borohydrure de sodium. À présent, on va voir des réactions un petit peu plus compliquées, notamment avec un nucléophile. Alors, qu'est-ce qu'un nucléophile? C'est une entité qui aime les charges positives. Donc, en chimie organique, c'est vraiment une affaire de plus et de moins. C'est-à-dire que le plus va être attiré par le moins et le moins attiré par le plus. Si j'ai un composé qui aime les charges positives, j'en déduis donc qu'il est négatif ce composé de base, puisque le plus et le moins vont ensemble. Donc un nucléophile est un composé, une entité chargée négativement et qui va aimer les charges positives. Tandis qu'un électrophile, c'est une entité qui aime les charges négatives et donc l'électrophile est chargé positivement. Ici, le nucléophile, dans la réaction d'addition avec les aldéhydes et les cétones, va mobiliser un doublet non liant, c'est ce qu'on va voir ici ensemble. Je vais donner un exemple juste après avec un cas concret. D'abord, je vais vous montrer le théorique. Donc j'ai ici une cétone, et j'ai toujours ici ma polarisation de la double liaison, carbone-oxygène. J'ai dans mon milieu un nucléophile qu'on note nu. Le nucléophile possède un doublet non liant ici, et comme le doublet non liant est fait d'électrons, et bien du coup c'est négatif, donc c'est bien un nucléophile, il aime les charges positives,
Et donc ce doublet non liant va repérer, encore une fois, le delta plus ici sur notre carbone, et donc va s'y fixer. Et là, de la même manière, les électrons pi de la double liaison vont se replier sur l'oxygène, comme ce qu'on a vu au tout début. Et voici ce qu'on va obtenir, du coup ça va être un intermédiaire réactionnel. On va avoir notre nucléophile qui va être relié au carbone, et ici l'oxygène qui va porter une charge négative entière. Puisque du coup les électrons vont se replier sur lui, et donc l'oxygène va avoir 3 doublets non liants. On va prendre l'exemple d'un nucléophile azoté, ici. Alors j'ai pris par exemple le cas de l'éthylamine, mais le plus important c'est d'avoir avec les amines une amine primaire. En effet, là j'ai mon amine qui est reliée à un groupement R qui est égal au dérivé éthyle ici, et j'ai bien 2 hydrogènes sur mon amine. L'amine possède bien un doublet non liant que j'ai représenté ici par un trait. Ce doublet non liant va se lier au carbone ici électrodéficient de mon groupement carbonyle, ce qui fait que je vais obtenir ici cet intermédiaire réactionnel. Donc voilà, j'ai un ammonium ici, une amine chargée positivement. L'amine fait normalement 3 liaisons, ici il en fait 4, 2 avec les hydrogènes qu'il portait, un avec le carbone du carbonyle et un autre avec le groupement éthyle. Et mon oxygène est bien chargé négativement ici. Cet intermédiaire réactionnel est fugace, il n'est pas stable, donc pour redevenir stable, ici on va éliminer une molécule d'eau, H2O. Donc c'est les 2 hydrogènes portés par l'amine primaire qui vont partir, avec en fait l'oxygène ici, de mon carbonyle que j'avais initialement. Et donc ce qui va se passer, c'est que la liaison entre le carbone et l'oxygène va se replier ici, avec l'amine. Donc on va créer une double liaison entre un carbone et un amine. Et ici on a toujours notre groupement éthyle qui est relié à notre azote. On passe donc d'une amine primaire à une imine. L'imine, c'est ce qu'on appelle la double liaison entre un carbone et un azote. À présent, on va voir les réactions d'addition des aldéhydes et des cétones avec un alcool. Donc le groupement carbonyle des cétones et des aldéhydes peut réagir avec une molécule d'alcool. Dans le cas d'une cétone, on va obtenir ce qu'on appelle un hémicétal. Et dans le cas d'un aldéhyde, on appelle cela un hémiacétal. Alors ça va être plus explicite après, je vais vous montrer un exemple. L'hémicétal et l'hémiacétal sont des composés instables. Ils vont donc réagir avec une deuxième molécule d'alcool pour former dans le cas d'une cétone un cétal et dans le cas d'un aldéhyde un acétal. Et eux, ce sont des composés plus stables. Encore une fois, on a présence d'un nucléophile dans le milieu. Ici, ça va être l'alcool, puisque l'alcool contient un oxygène, et l'oxygène possède 2 doublets non liants. Donc les doublets non liants sont bien nucléophiles, ils vont aimer les charges positives. Et donc l'oxygène va mobiliser un doublet non liant pour se fixer au carbone du carbonyle. C'est ce qu'on va voir juste ici, on va détailler cette réaction. À ma gauche, j'ai une cétone encore une fois, mais en fait pour les aldéhydes il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez juste à remplacer un groupement R, R1 ou R2, peu importe, par un hydrogène et c'est exactement pareil. Ici j'ai bien ma polarisation de la double liaison carbonyle, comme toujours. J'ai la présence d'un alcool dans mon environnement. L'oxygène présente une charge partielle négative puisqu'il possède les doublets non liants et qu'il est plus électronégatif par rapport à l'hydrogène ici. Donc l'oxygène mobilise un doublet non liant et va se lier au carbone électrodéficient ici de mon carbonyle. Je vais obtenir cet intermédiaire réactionnel. Donc mon oxygène ici forme bien 3 liaisons. Voilà, j'avais ici de base ma liaison avec le groupement R, avec l'hydrogène ici, c'est ce qu'on retrouve ici et ici, mais il est lié cette fois avec le carbone du carbonyle. Et donc on a ce côté-ci, l'oxygène du carbonyle qui a en fait attiré de la même manière les électrons pi de la double liaison qu'on avait initialement ici. Il y a la double liaison, encore une fois, qui va se replier sur l'oxygène. Comme ce qu'on a vu depuis le début, c'est exactement pareil. L'oxygène d'habitude il fait normalement 2 liaisons, ici il en fait 3, donc il est chargé positivement. C'est ce qu'on appelle un oxonium. Ce qui va se passer en fait, c'est que l'hydrogène ici de l'oxonium va partir sous forme de H+, donc comme ça l'oxygène va redevenir neutre ici, et le H+, va se coller ici à l'oxygène qui était négatif de base. Et donc du coup on va avoir ce composé là qu'on appelle un hémiacétal. Voilà, donc je vous ai mis ici l'hydrogène qui était en rouge, il passe ici, hop, en rouge c'est celui-ci.
Donc on va avoir un hémiacétal, c'est ce que je vous disais, c'est un composé instable. Cet hémiacétal va donc réagir avec une autre molécule d'alcool, et pour former un cétal. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe exactement la même chose en fait, hein. L'oxygène ici va encore une fois se fixer au carbone de l'ancien carbonyle en fait. Et du coup ce groupement hydroxyle va partir, et l'oxygène ici, l'hydrogène pardon, qui était sur l'alcool initialement, va également partir avec le groupement hydroxyle qui était sur notre hémiacétal. Donc en fait on va former une molécule d'eau, donc je vous ai mis un code couleur pour que vous vous repériez, et tout simplement le groupement OR ici va se fixer sur notre ancien carbone du carbonyle. Et donc le composé final est ici un cétal, puisqu'on était parti d'une cétone. Mais pour un aldéhyde, il se passe exactement pareil, hein, sauf qu'on remplace un groupement R par un hydrogène, et donc du coup ici on n'aurait pas un hémicétal mais un hémiacétal, et comme produit on aurait un acétal et pas un cétal. Donc je vous ai mis ici une fiche récapitulative de ce qu'on vient de faire, hein, l'acétone qui se transforme en cétal et l'aldéhyde qui se transforme en acétal avec expulsion d'une molécule d'eau. On a bien notre oxygène ici qui va s'en aller et les deux hydrogènes de nos deux molécules d'alcool qui vont partir également. Passons à présent aux oxydations des aldéhydes et des cétones. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples d'oxydants, mais sachez que ce n'est pas une liste exhaustive, c'est qu'il en existe plein. Ici, j'en ai mis 3 pour donner un exemple. On a par exemple le permanganate de potassium, KMNO4, le trioxyde de chrome, CrO3, et le dichromate de potassium. Voilà. Alors, en fait, le seul composé qu'on va pouvoir oxyder, c'est l'aldéhyde. Alors l'aldéhyde ici va être oxydé, donc j'ai pris l'exemple du trioxyde de chrome, va être oxydé en acide carboxylique. Voilà tout simplement, donc notre hydrogène qu'on avait initialement sur le carbonyle, eh bien on l'a toujours, c'est le même qui est en bleu ici, et tout simplement le rôle des oxydants en fait c'est de donner un oxygène. Donc là le chrome va donner un oxygène tout simplement à notre aldéhyde. Et donc on transforme comme ceci un aldéhyde en acide carboxylique. Est-ce qu'il se passe la même chose avec les cétones? Eh bien non, l'oxydation d'une cétone ne donne pas un ester, contrairement du coup à ce qu'on pourrait penser avec ce qu'on vient de voir. On a ici une cétone, si on lui met un oxydant, ça ne donne pas un ester. Voilà, donc on fait très attention. C'est pas comme ça qu'on forme des esters en chimie organique. Et donc voici la dernière diapositive de cette présentation. J'ai fait un tableau récapitulatif des oxydants et des réductions des aldéhydes et des cétones. On a au milieu ici notre aldéhyde, puisqu'on est sur la ligne aldéhyde. Si on l'oxyde, on obtient bien un acide carboxylique, comme ici. Voilà, on repère bien ici le groupement CO2H. Si on repart de notre aldéhyde et qu'on réduit notre aldéhyde en allant vers la gauche, on obtient bien notre alcool primaire. Notre cétone ici ne peut pas être oxydée, donc j'ai mis une croix. En revanche, la cétone peut être réduite en alcool secondaire. C'est ce qu'on a vu au début de la vidéo. Donc n'hésitez pas, je pousse ma souris, n'hésitez pas à prendre une capture d'écran si vous voulez de ce tableau pour le garder. Et c'est terminé pour aujourd'hui, donc je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible, avec le plus de clarté possible. Voilà, n'hésitez vraiment pas à laisser des commentaires, hein. Je vois que pour l'instant il n'y en a pas vraiment, mais il ne faut pas hésiter. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite de bonnes révisions et bon courage.